Chers amis, aujourd'hui je vous parlerai de la loi sur le travail en France. La loi sur le travail en France, dite loi El Khomri, où en sommes-nous? La jeune ministre Myriam El Khomri a présenté une refonte très controversée du Code du travail qui plonge aujourd'hui la France dans les grèves à répétition et rencontre une large hostilité. Depuis quelques mois déjà, plusieurs rapports, dont celui de M. Badinter et de M. Combruxel, avaient jeté les bases de ce texte pour préparer le terrain au changement. Une fois de plus, comme sous Mitterrand il y a 30 ans, le Parti socialiste trahit les salariés, les travailleurs et les Français en général en signant une loi qui ne résoudra rien. Messieurs Hollande, Valls, Macron et aussi l'UMP avant eux ne font qu'appliquer les exigences de l'Europe de Bruxelles et de son modèle économique ultralibéral. Toute cette classe politique au pouvoir qui ne sait faire que dette, déficit, pénurie, austérité et immigration. Cette politique migratoire planifiée pour faire pression à la baisse sur les salaires et précariser les emplois. Dans ce contexte, on peut comprendre l'inquiétude de cette jeunesse qui se mobilise dans la rue. Ces jeunes à qui l'UMPS et l'Union européenne leur ont volé le marché du travail. Cette grande majorité de jeunes est hélas sans débouché stable et sans CDI en France. Après leurs études, c'est le début d'une précarité désespérante. Alors, en apparence, la loi El Khomri apporte quelques assouplissements réclamés par les entreprises. Mais il prépare surtout les esprits à la fin des carrières stables et même à la fin du travail salarié classique. De son côté, le FN est bien sûr favorable à l'assouplissement et à une stabilisation du droit du travail, trop complexe qui pénalise aujourd'hui notamment les TPE et les PME. Mais cette simplification doit se faire de manière contracyclique, c'est-à-dire uniquement en période de croissance économique et non en période de vache maigre. Par ailleurs, loin de simplifier le droit, le texte du PS ne changera rien à la complexité du Code du travail. Au contraire, pire, cette loi aggravera le chômage. Le Front National considère surtout que la loi PS et Mme El Khomri ne traitent pas les problèmes fondamentaux. Il lui manque surtout une vision à long terme, une hauteur de vue. Car en réalité, quelle est la véritable ambition que doit avoir une loi sur le travail? Au-delà de quelques 150 pages ou 130 pages de texte présentés par le gouvernement, le véritable objectif doit être tout simplement l'emploi. Il faut stopper la spirale du chômage, de la précarisation et de la baisse des salaires réels, entamée déjà sous la gauche. C'est Jacques Delors, en 1984, qui a supprimé l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire la fin de l'indexation des salaires sur la hausse des prix à la consommation. Depuis, c'est la fracture sociale. Le bilan de l'UMPS, c'est 6,5 millions de chômeurs réels en France, soit 24% des actifs aujourd'hui, si l'on exclut les fonctionnaires de la base de calcul. Comment en sortir? Certainement pas avec le simple toilettage de la législation du travail, voulue par le MEDEF et l'Union européenne, au nom de la flexi-sécurité. La réponse est que le chômage est essentiellement dû à un phénomène monétaire, la baisse de l'inflation qui est le cancer du capital et du système financier. Seul le FN vous révèle la véritable raison du chômage. La lutte contre l'inflation a été la priorité des politiques économiques des 30 dernières années. Conséquence aujourd'hui, l'hypo-inflation entraîne l'hyper-chômage. D'ailleurs, dans le traité de Lisbonne, la BCE a même pour seule mission dans son mandat la stabilité des prix qu'elle a fixée à 2% environ, et non le soutien de l'emploi. La lutte contre l'inflation a été tellement efficace que le risque maintenant pour la BCE est de rentrer en phase de déflation incontrôlée. Si une inflation basse implique un chômage élevé, alors pourquoi l'ensemble des dirigeants continuent dans cette voie? Parce que le chômage a été la variable d'ajustement dans l'équation ultralibérale, au détriment des emplois et au profit des rentiers. Pour recréer des emplois, il faut donc accepter un peu d'inflation. Le FN se fixe un objectif cible de 4% pour un bon équilibre socio-économique. Si nous atteignons ce niveau de 4%, les conditions salariales seraient favorables à une relance. Une inflation par une relance des salaires, donc de la demande intérieure, voilà notre proposition de bon sens. Face à la situation, seul le patriotisme économique du FN peut protéger les travailleurs français et relancer un cercle vertueux. Nous prenons donc un puissant choc de compétitivité économique pour inverser la spirale infernale de destruction des emplois marchands et de baisse des salaires. L'objectif est une relance par la demande intérieure. Bien sûr, les armes macroéconomiques de la politique monétaire nationale sont majeures, mais il faut une réglementation plus claire, plus compréhensible, notamment pour les TPE et PME. Il faut alléger les impôts, il faut alléger les charges et relever les seuils de déclenchement syndicaux pour adapter la compétitivité des entreprises. Il faut aussi aider la trésorerie des entreprises, notamment par le financement bancaire.
Il faut réindustrialiser la France plutôt que de mener des politiques d'accompagnement de l'emploi à fond perdu. Il faut favoriser et fluidifier l'emploi des Français avec des mesures comme la priorité nationale à l'embauche, ainsi que sur la mobilisation de la main-d'œuvre plus qualifiée. Il faut enfin revaloriser le travail dit manuel en réformant la formation professionnelle par un renouveau de l'alternance et l'apprentissage dès 14 ans. La plus belle politique de l'emploi, c'est celle où l'offre correspond à la demande, celle où l'employé est au même niveau que l'employeur dans l'intérêt général du pays. C'est donc un programme socio-économique ambitieux qui sera porté par Marine Le Pen en 2017 et les candidats du Front National. Au titre des brèves, je note que la justice a enfin mis en examen le bien nommé Olivier Frick pour délit d'initié et blanchiment dans l'affaire Uramine. Cet homme d'affaires est accessoirement mari de l'ex-patronne d'Areva, aurait bénéficié d'informations confidentielles dans le rachat catastrophique de cette société. Pour mémoire, Areva avait payé 5 fois le prix demandé alors que les réserves d'uranium se sont avérées inexploitables. Cette opération est à l'origine des difficultés sans fin du groupe et a généré 1,8 milliard de pertes. C'est EDF, c'est-à-dire vous, le contribuable, qui va maintenant devoir payer. Madame Lauvergeon, ex-conseillère de François Mitterrand, a mis au bord de la faillite le fleuron de l'industrie nucléaire française, sans aucune sanction. Encore une fois, l'incompétence de cette élite dirigeante coûte aux Français. Espérons que la procédure permettra de faire la lumière sur les conflits d'intérêts dans la gestion d'Areva à cette époque. Seconde brève d'actualité, la polémique autour de la rémunération du patron de Peugeot, Carlos Tavares. Celle-ci a été doublée l'an dernier à plus de 5 millions d'euros. Deux logiques s'opposent. Tout d'abord, il faut reconnaître que Carlos Tavares, appelé à la barre du constructeur, alors qu'il était donné en faillite, a réussi à redresser la barre en 2 ans. Sur ce, rien à dire, la direction a fait du bon travail. À ce titre, il n'est pas anormal dans un système libéral de lier la rémunération d'un patron à sa performance. C'est ensuite l'Assemblée générale des actionnaires qui a voté son salaire. Mais il ne faut pas oublier que le redressement de PSA est surtout largement le fait des salariés du groupe. Au niveau de la société, les différences de salaire ne doivent pas être trop extravagantes, en particulier quand on connaît la rigueur salariale qui frappe la France. Je pense que la critique récurrente des salaires excessifs des grands patrons est juste, mais qu'elle doit se concentrer sur ceux qui engrangent des sommes considérables alors que l'entreprise va mal. Il faudrait lier la rémunération à la performance à long terme des entreprises, par exemple en différant une partie de celle-ci. Et je préfère un grand patron qui redresse une entreprise qu'un footballeur qui gagne encore plus sans créer aucune richesse pour l'économie nationale. Il y a suffisamment de patrons voyous à critiquer pour ne pas accabler Carlos Tavares, qui lui a donné l'impulsion au redressement de PSA. À la semaine prochaine.